Je suis né aux États-Unis, à Washington, de parents français. Mon père travaillait à l'ambassade là-bas. Et je suis rentré en France quand j'avais 4 ans. J'ai fait après ça toute ma scolarité en France et je suis retourné aux États-Unis, mais j'étais majeur. C'était dans les années 80 où je suis parti étudier la musique un peu sérieusement parce qu'auparavant je faisais ça en autodidacte et je me rendais bien compte que ça n'allait pas le faire très longtemps, puis surtout j'avais envie de m'améliorer. Et donc au début des années 80, le jazz était un peu mort à Paris, il n'y avait pas beaucoup d'action. Et c'est là que je me suis dit que c'était quand même mieux d'aller prendre à la source. Et New York, c'est vrai que c'est un aimant incroyable à musiciens. Ça a été pendant très longtemps, et ça le demeure, je pense, la capitale mondiale du jazz, quoi. Concentration de génie au mètre carré. Donc c'est là que j'ai passé le plus clair de mes années 80. Et donc avec la bénédiction tout à fait inattendue, mais providentielle de l'École normale supérieure, j'ai pu passer 8 ans à New York jusqu'en 91 où je suis rentré à Paris. Ira Coleman, je l'ai rencontré la première semaine où je suis arrivé à New York. Et c'est marrant, lui, il venait d'arriver de Boston, il avait fait la Berklee School of Music à Boston. Il venait d'arriver à New York, lui commençait sa carrière, moi je commençais mon apprentissage, donc on n'était pas au même niveau. Et on avait un concert avec, je crois qu'il y avait Greg Osby dans le coup. Et c'était un concert à Brooklyn avec une jeune batteuse qui nous avait recrutés à l'école de musique où j'apprenais. On s'est tout de suite bien entendu. On est parti après ça. Moi, j'ai eu un plan d'une tournée en duo au Canada, en voiture, dans un station wagon. On a mis le piano électrique, la contrebasse, et on est parti. On a passé 2 semaines à parcourir le Grand Nord ensemble. Et là, ça a été vraiment l'occasion pour nous de nous découvrir. Et donc, on est devenus très copains à ce moment-là. Et on ne s'est plus quittés depuis. Et tous les albums que j'ai enregistrés à New York, c'était toujours avec Ira. C'est un bassiste extrêmement précis et donc comment dire, les plus grands de ce monde, que ce soit Sting ou Herbie Hancock ou Tony Williams, ont fait appel à lui justement à cause de la précision invraisemblable de son jeu et bien entendu ses qualités musicales et rythmiques. Grâce à lui, j'ai découvert tout un monde qui m'a paru beaucoup plus excitant à cette époque que de continuer à faire du jazz acoustique. Et c'est là que j'ai tourné le dos au jazz acoustique, à Ira, et c'est l'époque où lui, il a commencé à jouer avec Herbie, et puis et avec Didi Bridgewater après. Et moi, je suis tombé dans l'électro, et donc dans une musique, un public, un matériel, une approche complètement différente.
En 2000, je bascule dans l'électro. Et il y a plein, moi j'avais toute une fanbase de jazz classique traditionnel qui prennent la chose vraiment pas bien, quoi. Et donc, moi-même, j'étais un peu dans une position de rejet vis-à-vis de ça. Je voulais plus évoluer dans ce milieu-là. Je touchais plus mon piano. J'étais dans les machines, dans l'ordi. Je découvrais tout ça. C'était tout neuf pour moi. Et du coup, j'étais un peu à l'amende jazz pendant un certain temps. Je sentais l'électro, c'était pas acceptable. Il fallait que je passe un peu à travers un purgatoire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas à attendre l'assentiment des gens pour faire ce que j'avais envie de faire. Puis de toute façon, le trio, ça me manquait. L'électro, ça m'amusait. Et donc, j'ai continué à faire les deux alternativement. Ça ne s'est pas fait sans mal. Au début, effectivement, je pense que j'étais à l'amende pendant 8 ou 10 ans. Et j'ai commencé à travailler avec Laurent Robin à la batterie. Et puis, on a bossé ensemble avec Ira Coleman. Après ça, j'ai rencontré Jérôme Regard et Donald Contomanou, qui sont devenus la rythmique avec laquelle je joue le plus fréquemment aujourd'hui. Donc, il y a, je dirais, un petit pool de musiciens, de bassistes, de batteurs en acoustique, dans lequel je tape et avec lequel je suis parfaitement à l'aise et dont je sais qu'ils comprennent la musique, l'ambiance, les intentions et qui vont pouvoir amener leur bagage musical, leur inventivité et embellir la musique comme ça. C'est très très précieux de connaître des musiciens qui vous connaissent et qui vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et faire monter la musique avec vous. J'ai un peu une maison à Paris en matière de club, c'est le Sunside. Ex-Sunset, le Sunset c'était au sous-sol, le Sunside c'était au rez-de-chaussée. Et c'est vrai que c'est un club dans lequel je joue depuis 25 ans, je pense. Donc c'est une relation que j'estime privilégiée et je suis très heureux de pouvoir jouer régulièrement au Sunside. C'est un peu mon laboratoire. C'est mon laboratoire pour la musique. J'essaie des répertoires, je vois un peu comment ça marche. Et ça me permet aussi d'expérimenter pour la parlotte, parce qu'en fait, je parle de plus en plus pendant mes concerts. J'explique des trucs, je raconte l'histoire des morceaux. Ça me permet de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'à l'insupportable. Et en général, les gens, ils aiment bien. Et puis, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit « Ouais, tu t'es arrêté juste au bon moment, là, parce qu'après, ça devenait lourd. » Donc, c'est précieux d'avoir des endroits comme ça où on peut essayer des choses. Ce soir, on a beaucoup de chance parce que c'est une bar woman. Tu m'entends, Louise? Yeah. Alors, c'est très exceptionnel parce que d'habitude, c'est un barman. Et le barman, il s'appelle Renato. Et Renato, à chaque fois que je joue dans ce club, mais que ce soit sous mon nom ou pour quelqu'un d'autre, il vient me voir, il me fait « Ce soir, tu fais The Club, hein ?»
Et à la longue, je lui dis, bah non, ça va, on va pas le rejouer. Ah mais si, je t'en supplie. On fait une soirée spéciale Thelonious Monk. Tu nous joues The Club ce soir. On fait spécial Charles Mingus, ou alors on joue avec Géraldine Laurent qui interprète des morceaux de Wayne Shorter. Tu nous joues The Club ce soir. Et il est en vacances, Renato. Alors ce soir, pour lui, on joue The Club. Alors, de temps en temps, on tombe sur un programmateur intelligent qui dit « Ah, et si on faisait une soirée avec le trio acoustique et le trio électronique ?» Parce que les gens, ils aiment bien séparer, ça c'est génial, ça j'aime pas. Et donc, bon, je suis une seule et même personne, c'est quand même bizarre, je ne suis pas le seul sur la planète à pouvoir vivre cette conciliation entre ces deux mondes. Il y a beaucoup de gens qui aiment un peu tout. Après ça, il faut casser certains codes. Bon. Et à la Dynamo, dans le cadre, je crois que c'était dans le cadre du Festival de Banlieue Bleue, j'ai été invité à présenter les deux projets en même temps. Et ça, c'était magnifique. Donc, la première partie, c'était avec Aira et Laurent, Aira Coleman et Laurent Robin. Et la deuxième partie, c'était donc avec Autisto 23, mon ordiniste favori, qui me sample en live mon jeu de piano, et Nico Tico, qui est un VJ, un vidéo jockey, qui donc projette sur une bulle de tulle autour de nous des images qui sont harmonisées et synchronisées avec la musique. Et en plus, on avait l'occasion d'inviter un vieux compère, Guillaume Perret, qui travaillait à l'époque sur son premier disque avec Doumé, qui était également le producteur donc, du disque de Guillaume. Donc tout ça faisait une petite famille qui était parfaitement accordée sur les ambiances, sur la façon dont la musique pouvait évoluer. Et ça, c'était pour moi vraiment une soirée très précieuse, quoi, parce que j'étais tombé sur quelqu'un qui reconnaissait que finalement tout ce que je faisais était peut-être écoutable.
Ara Coleman. Laurent Robin. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour le deuxième set. Alors le projet Piano Ordi, il a commencé en 2007 avec un disque qui s'appelait PC Pieces. Ça c'est ma grande fierté de producteur de disques. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était en fait l'échange avec le label avec lequel je travaillais. Je disais bon, on veut pas de sous sur l'album, mais on veut que ce soit le plus bel album qui ait jamais été fait. En tout cas voilà, ça c'était la première expérience Piano Ordi, d'échantillonnage du piano en direct et de son traitement électronique et de la création d'une musique avec ces outils-là. Et il s'en est suivi un deuxième album qui était Fly. Et donc Doumé, alias Autisto23, alias Dominique Poutet quand il est mon ingé son, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît et on se connaît très 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 bien. Parce que là, je peux choper un et l'autre, parce que sinon, je laisse défiler la machine en rond, et tu vois, ça perd du sens ça devient un morceau de techno banal avec un groove, quoi.
c'était un peu la fin de ma punition, je crois. J'ai sorti en 2012 un album qui s'appelait Over the Clouds. Et là, à ma grande surprise, c'était une autoprod, zéro communication. Cet album a marché du feu de Dieu et il s'en est vendu des dizaines de milliers, enfin bon, pas des dizaines de milliers, mais plus d'une dizaine de milliers d'exemplaires. Et tout le monde tombait des nues en disant « Mais où est-ce que tu étais pendant tout ça ?» Je dis « Moi, j'ai fait un trio en 2006 ou en 2016, je me souviens plus. » Et là, personne « Ah oui, mais toi, tu étais dans la paire de... » Bon, toutes sortes d'explications baroques. En tout cas, à ce moment-là, voilà, ça y est, j'étais de retour dans le milieu jazz, j'étais redevenu acceptable. Tant mieux. Moi, j'avais jamais abandonné l'idée, mais en tout cas, voilà, c'était officiel par ce disque. Et le morceau Over the Clouds, en fait, c'est un procédé que j'utilise sur le piano. Je pose de la patafix. On la pose sur l'étendue qu'on veut. On peut changer, on peut patafixer le piano dans son intégralité. Et là, on se retrouve aux commandes d'un clavier complètement différent. C'est entre le balafon et la cora. C'est une sonorité très étrange et c'est celle qui définit le son de la composition Over the Clouds, donc de l'album Over the Clouds. Et maintenant, c'est devenu un peu ma trademark. Et je regrette que les gens de UU Patafix ne se soient pas vraiment proposés de me sponsoriser pour l'achat des tablettes dont j'ai une énorme consommation. Où est-ce qu'il est ce disque, qu'on puisse le voir? Voilà, c'est là. Voilà. Il est là, et la patafix, je suis sûr qu'il y a de la patafix. Regardez, j'en vois dans mon piano, elle est en train de... Je vais la chercher? Ouais. Alors avec cette bande un petit peu disgracieuse de cette matière appelée la patafix, eh bien je lui rends sa noblesse. Voilà, en la mettant sur les cordes, et voilà, l'effet qu'on obtient avec un peu de pédale, c'est très très joli. Dans un monde mais complètement différent de celui du piano. Un peu, ça ressemble un peu, mais quand même ça change. Le principe étant que, en fait, la patafix absorbe une grande quantité des harmoniques du piano. Les harmoniques, c'est ces notes qui sont cachées derrière la note principale et qui, en fait, font le timbre d'un instrument. Et donc, la patafix en élimine un très grand nombre et du coup, on entend juste la justesse de la note, la percussion et la résonance. Et ça, c'est vraiment une façon très économique de transformer son piano.
on avait envie d'aller plus loin, quoi. Et Superfly, eh ben, c'est le 3e album, celui où on est allé plus loin que plus loin. C'est-à-dire, entre Fly et Superfly, il y a une différence fondamentale, c'est que on était fatigué d'avoir à fabriquer la musique toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on se forçait à... En fait, je faisais des phrases, des motifs qu'il enregistrait. Il fallait que ce soit parfait du premier coup. Il enregistrait, il traitait, etc. Bon. Et donc, ça imposait, puisque c'était le principe de fabrication du son, ça imposait toujours la même dramaturgie, c'est-à-dire qu'il fallait faire on commençait par un, puis par une autre, par une autre. Et au bout d'un moment, du point de vue de la composition, on sentait que ça nous bloquait un petit peu parce que c'était toujours le même tunnel. Et donc, on a décidé de passer une semaine, non, un peu moins, 4 jours, autour du piano, et on s'est fait une banque de sons énorme, de sons de piano. Voilà. Et à partir de là, on a dit, bon, maintenant, on va utiliser du sampling live, mais on va utiliser aussi dans cette banque. Donc là, hop, un Superfly, on a tout à la commande, tout en gardant, bien entendu, le principe de va-et-vient de la musique et de la matière sonore entre Doumé, l'ordiniste, et moi, le pianiste. Ce concert de Superfly, on l'a donné au New Morning à la sortie de l'album, et également l'avantage d'avoir un album un peu produit entre guillemets, c'est d'avoir des invités. Donc on avait un saxophoniste, on avait un percussionniste, on avait un beatboxer, et ils sont tous venus pour le soir du concert. Parce que c'est vrai qu'entre Doumé et moi, c'est une vieille histoire, on est un peu un vieux couple. Donc le fait d'ouvrir notre concept de musique, de resampling, tout ça, à d'autres musiciens et de les inviter sur notre terrain de jeu, pour nous c'était très important parce que ça nous redonne beaucoup d'énergie et de foi dans cette façon de produire la musique, quoi.
Et tout ce petit monde, bien entendu, est toujours, comment dire, en étroit contact avec des slammers, vocalistes, chanteurs, MC. Et au Petit Bain, je me souviens, c'était Joe Salim, un gars incroyable. Et je crois qu'il était venu de Londres juste pour ce concert, quoi. Un type qui est extrêmement généreux de son énergie et d'une très belle poésie, je trouve, très à la fois tendre et énergique. Laurent DeWitt, Axis. Smooth it out, yeah? All right. And we come back again. Master calling Master Kitty, so they talking, though they know I'm never ever ballin', never ever stolen. Nightmare when I come and take it scary. No, you know those kids, they just ain't preparing for the barbarian, Cimmerian, Hannibal, barbarian, Jack in the market. I come with malice and extra ways to crack it. Whichever you got a crack habit, bad habits, who mind it, who find it, who got it, he ride it. Okay, he's still that Asiatic. Black monster, master kiss to take your kiss, I'll take your little baby sister out. You know I just the frodo baby out with my quarter. Guess the ola quarter, pin on my slaughter, whatever border you're from. Okay, he's ordering some. Okay, he's buying that jump. I get it with it, did he run your comedy for fun of course? He's shining like the sun. He done what he came to do. It's J-U-I-C-E with this, yeah, Wild Star Crew. Oui, du dub, de l'électro flyé, oui, ça m'arrive d'être invité pour des expériences comme ça. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir. Et puis, c'est un petit peu gênant comme pianiste, parce que quand on arrive, enfin moi je fais ça au Rhodes, au piano électrique, mais le clavier c'est un instrument très envahissant, il fait beaucoup de notes, il fait des accords, il fait des rythmes, il fait beaucoup de sons, des frottements, des trucs. Donc quand on arrive avec ça, il faut qu'on assume le fait qu'on va un peu mettre le bordel. Et donc il faut être sur le qui-vive en permanence, à la fois harmoniquement, rythmiquement, dans le son, dans les effets. C'est une greffe qui est difficile à faire prendre. Mais pour moi, à chaque fois, c'est un challenge.
En fait, de mon passé littéraire, entre guillemets, j'ai pas fait grand-chose quand j'étais à New York parce que j'étais là-bas pour apprendre la musique et bien la jouer. Et c'est en rentrant de New York, je suis tombé sur un gars qui m'a dit « Toi, t'es le gars que je cherche pour écrire une biographie de Monk ». Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. C'était un éditeur magnifique qui s'appelle Gérard Bourgadier. Et c'est lui qui m'a vraiment donné le plaisir de l'écriture. Alors voilà, c'est un bouquin qui a 20 ans maintenant. Il s'appelle Monk. C'est pas très original parce que c'est une vie de Monk et qu'il est suffisamment original que j'ai pas besoin de rajouter mon originalité par-dessus. Et c'est ce qui m'a un petit peu amené au monde de l'écriture, à me lâcher un peu plus, donc à faire beaucoup d'interviews de musiciens, d'articles de fond pour Jazz Magazine, de faire des conférences sur d'autres grands musiciens, comme Ahmad Jamal, sur mon dernier bouquin, Les Fous du Son, qui est une histoire des inventeurs du son à travers le XXe siècle. Et du coup, ça m'a donné l'occasion de toucher toutes sortes de niveaux de communication sur les mondes que j'aime, la musique, l'électronique, le jazz. Ça m'a ouvert plein de portes et de fenêtres différentes. Voici ce que donne Jamal dans les studios de CBS en 1959. The Ahmad Jamal Trio is Dawn That Dream by Jimmy Van Heusen. With Ahmad Jamal at the piano, Israel Crosby bass, and Vernel Fournier drums. La dégaine de Vernel Fournier. Alors, en jazz, il y a toujours cette dualité. Les compositions personnelles et le répertoire des standards. Dans mon travail, j'ai commencé par jouer des standards que j'arrangeais, et puis le problème, c'est toujours la même chose. Quand on joue des standards, des mélodies aussi jolies, des trucs aussi splendides, on se dit mais moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Donc on veut pas vraiment composer. Puis progressivement, on commence à écrire un machin, un truc, blablabla. Et puis c'est un peu comme ça que je suis devenu compositeur entre guillemets. Pour moi, composer, c'est inventer quoi. Parce que quand on compose, on va pas composer toujours les mêmes trucs, quoi. Donc à chaque fois, il faut pousser le bouchon un petit peu plus loin. Alors dans Over the Clouds, par exemple, j'utilise la patte à fixe. Bon, hop, tout de suite, ça sonne différent. Alors ça me permet de mettre une ambiance différente. Et puis je viens d'enregistrer un album avec Ray Lema, 2 pianos uniquement, l'un contre l'autre. Lui, il chante pas, il joue pas de guitare, il joue pas de percu. Et on joue que du 2 pianos. Le piano, je ne vais pas lui manquer de respect, c'est qu'un morceau de bois. Les vrais instruments, c'est nous. Et nous avons pris beaucoup de temps à discuter ensemble, à échanger humainement. Et c'est cette dimension humaine que nous partageons avant de nous asseoir sur le piano. C'est ça que j'apprécie énormément. Et c'est fantastique de jouer avec quelqu'un que je ne dois pas porter et qui m'amène cette chose-là. Ces harmonies que tous les jours je découvre. Au moment où on joue, parfois je suis distrait parce que je suis sa pensée harmonique et je trouve ça magnifique. Voilà.
ben, on a réinventé un répertoire, à nous, quoi. Composer à deux, c'est plus sympa, c'est plus facile. C'est plus facile que tout seul. Mais en tout cas, bon, voilà, il me reste encore un peu de jus. J'espère qu'il m'en restera jusqu'à la fin. Thank you.